Bonjour Camille, Salut. ravie de t'avoir en face de moi aujourd'hui. Ouais, je suis trop contente, franchement. Surtout qu'on s'est quitté hier Ouais, sur le trottoir devant ta salle de spectacle en se disant à demain. ouais. Et donc là, je vais pouvoir te Me, cuisiner me poser et les te poser questions. toutes les questions que j'ai eu envie de te poser hier soir en me marrant à gorge déployée. Bravo encore, parce que vraiment, tu m'as fait passer une très très bonne Ah ouais, soirée. bah merci beaucoup. Vraiment. Alors, on va commencer par une petite présentation. Oui. S'il te plaît, tu vas me donner ton prénom, ton nom, ton âge, d'où tu viens, ce que tu fais dans la vie et de qui est composée ta famille, s'il te plaît. Donc je m'appelle Camille Tissot, je suis comédienne, j'ai 37 ans. Et ouais. oui, et déjà, Et coup de pelle. Je suis originaire de Montpellier, dans le sud de la France, et ma famille est composée de mon mari, Adrien, de mes 2 petits garçons, Octave, 7 ans, et Auguste, 4 ans. Alors, il y a 37 ans, Mm. t'es arrivée dans quelle famille, Camille ? Ben moi, je viens d'une famille donc de pieds noirs, donc qui ont vécu au Maroc et qui sont arrivés en France dans les années 70, et d'une famille corse du côté de ma mère. Donc on est sur un espèce de De beaux mélanges. de beau mélange. Mm. Et donc j'ai grandi donc dans dans la même maison que tous mes oncles et tantes, ma grand-mère, ma mère. Mes parents ont divorcé mais sont restés dans la même maison. Il y avait du passage, il y avait la nouvelle meuf de mon père, il y avait ma mère, il y avait mon frère. Ah ouais. Et La des gens- nouvelle meuf de ton père, Ouais, alors que ta mère était encore dans la baraque ? ouais. Alors ma mère dira, oh, tu exagères dans le spectacle parce qu'on vivait pas vraiment ensemble, c'est juste les maisons étaient collées. Oui, mais en fait c'est la même chose. Ah Donc, ouais. Et à la fois, quel modèle de bonne entente quand même. Ils avaient quel âge quand ils se sont séparés la première fois ? bah, ils avaient 45 ans Et toi, et moi j'avais 10 ans. t'avais 10 ans. Et ton Ouais. frère, c'est un grand ou un petit ? C'est mon grand frère, il avait 12 ans et demi, on a 2 ans et demi d'écart. D'accord. Et moi j'avais l'impression de l'avoir super bien vécu. Et je m'étais fait, tu sais, souvent quand on te raconte tes souvenirs, ou quand tu t'y repenses, voilà, je m'étais réimaginé cette scène où ma mère nous annonçait que mes parents divorçaient. Et je me souviens du pleur de mon frère, du cri de mon frère. Et moi, d'une petite fille un peu en mode où bah, je savais que vous allez vous séparer. Et en fait, des années après, j'en ai parlé, et ma mère m'a dit, mais c'est toi qui as crié. Et donc, Incroyable. incroyable. Donc j'ai vraiment transféré ça sur mon frère. Donc oui, je pense que ça marque, Bah, évidemment. évidemment. Donc finalement, de les avoir ensemble dans le même foyer, et ben même s'ils s'entendaient pas, je m'en foutais un peu. Tu vois ce que je veux dire? Du moment qu'ils étaient ensemble. Du moment qu'ils étaient ensemble. Mm. Donc, Et voilà. alors, cette grande maison ou ces grandes maisons collées, Ouais. là, c'était où ? C'était à Montpellier. C'était à Montpellier. Ouais, D'accord. à Montpellier. Donc, il y avait les parents de ta maman, les parents de ton Non, père ? il y avait les parents de... Enfin, il y avait ma grand-mère, parce que mon grand-père était décédé. D'accord. Ma grand-mère, donc la pied noire, avec mon père et toute la famille de mon père, et ma mère, D'accord. Ah oui, donc c'est plutôt ta mère. qui était Qui dans était- le magma pied noir que Ouais, l'inverse. c'est ça. Ouais. D'accord. Ouais. C'est fou, vous étiez combien en tout ? Ben, après, il y avait des périodes, il y avait Ouais. des gens qui venaient, il y avait des gens qu'on connaissait pas. Ah ouais. C'est comme ça, mais en fait, chez nous, on a toujours accueilli des gens, les tables étaient remplies à ras-bord, de nourriture, l'abondance, et vraiment, la famille pied noir, dans tout ce qu'on peut s'imaginer, même de très joyeux, en fait. Bien sûr. Donc ça, c'est... Et en termes d'enfants, il y avait que ton frère et ouais, toi ? ouais. Vous Et- étiez les deux seuls enfants au milieu de tous ces adultes, ouais, en fait. ouais, complètement. Et toi, t'étais quel genre de petite fille ? Eh ben, bizarrement, j'étais au début un petit bébé, ma mère me disait assez calme, assez facile. Bizarrement. Bizarrement, vu comment j'ai évolué, on s'est dit, mais qu'est-ce Vu qui s'est comment elle a passé? tourné ? Du coup, souvent, je me dis, j'espère que mes gosses feront pas ça, qu'il n'y aura pas un virage comme ça d'un coup. Mais ouais, en fait, j'étais un bébé, une petite fille assez calme, collée à ma mère. Et d'ailleurs, je le suis toujours. Ma mère, je l'appelle 4 fois par jour, quoi. Ah ouais. Ok. Donc voilà, presque aujourd'hui, je pourrais vivre avec ma mère, moi. Mhm. Et j'en parlerai à mon psy, tout ça. Et en fait, je vivais beaucoup dans mon monde. Je peignais, je dessinais, je jouais au Barbie pendant des heures. Et je me souviens que ma mère me disait toujours, il y a quelqu'un dans cette chambre, parce que elle me dit, tu pouvais rester 2 heures, 3 heures Ah ouais. d'affilée à te construire des mondes, à peindre. J'avais des chevalets où je peignais. Enfin, j'étais vraiment dans un Oh. monde imaginaire. Ok. Et puis après, il y a eu je dirais un petit virage peut-être à un moment donné de l'adolescence ou peut-être un peu avant, au moment du divorce de mes parents, où je suis devenue assez anxieuse. Et je me souviens quand même d'être allée très rapidement chez un psy parce que j'avais des raisonnements qui n'étaient pas de mon âge. J'entendais ça tout le temps. C'est vrai que j'avais une manière de parler
un peu d'adulte, avec des problématiques et des sujets qui étaient pas trop de mon âge. De type? La mort, le divorce, l'amour, c'est quoi l'amour, les relations entre les gens. Je posais beaucoup de questions et rapidement, je me créais des univers, des mondes et commencé à écrire des romans. Et j'ai écrit des histoires et j'ai failli être publiée à 13 ans. Waouh! Ouais, Ah ouais! d'un roman de 350 pages. Je me dis, mais qui j'étais en fait? Incroyable! Ouais. Mais donc, tu n'étais pas la petite fille qui fait des spectacles et qui fait rire la galerie? Ben si. Aussi, ouais. Ma mère, elle me dit, t'avais vraiment les deux. C'est-à-dire que tu créais, t'étais dans ton monde, tu créais tes histoires. Et après, quand tu sortais de ta chambre, c'était un festival d'imitation, de travestissement avec des costumes. Moi, j'imitais très rapidement des accents, notamment la gynéco la gynécologue de ma grand-mère et de ma mère, qui était la gynécologue de toute la famille, hyper bizarre également. Et elle avait un accent, elle parlait un peu comme ça, tu vois. Et j'arrivais vachement bien à l'imiter. Et en fait, j'appelais tout le temps ma grand-mère et ma mère en disant oui, donc c'est Madame Otard, c'est pour par rapport au frottis, etc. Et même ma mère et ma grand-mère, oui, alors quelle semaine? Et je dis c'est moi. Oh, c'est pas vrai. Arrête de nous appeler. Je faisais tout le temps des blagues. Tu chopais les accents. Tout le temps. Et la gestuelle aussi, parce que tu gestuelle, racontes aussi que ton père, c'est quand même un ouais. numéro. Il est devenu presque non-verbal. Là, il est non-verbal, mon père. C'est-à-dire qu'on est vraiment sur des mimes. Tu viendras dimanche pour manger des... Et j'ai envie de dire, c'est tellement simple de dire le mot brochette. Et non, tu vois, il me l'a fait, tu me diras, c'est assez... Et donc, c'est assez marrant. Et souvent, il dit, je sais pas pourquoi toi, t'étais un clown, toi. J'en dis, mais toi aussi, t'es un clown, en fait. Mais oui. Tu t'en rends pas compte il s'en rend pas compte. Donc c'était une inspiration permanente, en fait, cette famille. J'adore aller voir mon père là où il vit, parce que mon père a recréé ça. Plus dans la même maison, mais il est dans une autre maison où ils vivent à beaucoup. Ah ouais. C'est son kiff, en fait. C'est son kiff. Au Maroc, il vivait comme ça, parce que mon père est arrivé en France, il avait 25 ans, en fait. D'accord. Donc, c'est pas des gens qui ont vécu 2 ans au Maroc, c'est des gens qui ont vécu comme ça, dans des grandes fermes, avec beaucoup de monde. C'est leur manière de vivre, en fait. Oui, donc il leur produit et le très reproduit naturellement. Exactement. Il a raison, Voilà. c'est son kiff. C'est son kiff. Et moi, j'avoue que je suis un peu comme ça, il y a tout le temps du monde chez moi. J'adore ça, qu'il y ait de la vie dans des maisons, quoi. Donc, t'as failli être publiée à 13 ans, donc ça, c'est quand même une info un peu dingue. Pourquoi ça s'est pas fait, finalement? Parce qu'en fait, l'éditeur, donc c'était chez Actes Sud à l'époque, ils avaient fait Actes Sud. La maison d'édition de la région. De la région. Ouais. Et en fait, il m'avait vachement repris, il m'analysait à travers mon écriture. Et puis, il voulait changer plein de choses et tout. Et en fait, j'ai dit à ma mère, ça me va pas, moi, j'écris pas pour ça. J'écris pour moi, pour me créer des histoires. Mais j'ai pas envie d'être lue, en fait. Ce qui est marrant aujourd'hui, parce que je fais des spectacles. Mais j'étais là, non, ça me va pas. Donc, j'ai dit à ma mère, je veux pas. Et ma mère m'a dit, je comprends totalement. Et donc, ce roman, il est dans ma chambre maintenant. C'était quoi le sujet? C'était un couple que je suivais pendant 15 ans. Qui commençaient leur histoire, ils étaient au collège, ils voulaient être avocats, ils partaient à New York, elle avait une vie incroyable, lui, il voulait rentrer en France, et puis on suit ce couple pendant 10 ans, et en fait, ils se revoient au mariage de cette femme, et la scène finale est la scène du mariage de la fille, quoi, de l'héroïne, qui se marie avec un autre homme, en fait. Donc, c'était quand même des histoires d'adultes. Ouais. Tu arrivais à te projeter à 13 ans dans une fresque de vie d'adulte. Ouais, j'adorais ça. Ouf. Ouais. Et toi, tu imaginais quoi pour ta vie d'adulte à toi? Est-ce que c'était un peu aussi la vie pas dont tu rêvais, mais dans laquelle tu te projetais? Je voulais écrire et lire. Moi, j'étais très littéraire. Et je me suis pas forcément posé la question de qu'est-ce que je veux faire, mais j'ai toujours voulu faire des études dans lesquelles je prenais du plaisir. Ouais. Donc, en fait, j'ai fait une prépa Cagny-Pocagne. Après, je suis allée en fac de lettres à la Sorbonne. J'ai fait ma maîtrise de lettres. Puis, j'ai fait une école de journalisme, l'ESJ. Ok. Donc, t'es montée à Paris, comme on dit. T'es montée à la capitale. À 18 ans. À 18 ans. Ça a pas dû être évident de quitter toute la tribu, là. J'ai fait une dépression. Émotionnellement, c'était tellement rude pour moi de quitter le magma, j'appelle ça le magma, de me détacher de ça, parce que ma famille, c'est ma force, en fait, aussi, et aussi ma faiblesse par moment. Et j'avais envie de partir à Paris. Par contre, je rêvais de vivre à Paris. Depuis que j'étais adolescente, Paris, c'était toutes mes histoires, mes romans se passaient à Paris. C'était l'endroit où je voulais être, à la Sorbonne. Je voulais être c'était là où je voulais être. Et du coup, je savais que je voulais y aller, mais c'était trop dur de les quitter. Et quand j'ai fini ma prépa Cagny-Pocagne, j'ai dit, je pars à Paris. Et ça a été tellement dur, j'ai fait une dépression. Et en fait, c'était
entre guillemets cool. Sur le moment, c'était pas cool, mais ça m'a permis de dire ok, mon corps là, c'est dur pour lui émotionnellement. Je reste à Montpellier pendant 1 an, le temps que la crise passe. Je me suis soignée et à la fin de ma dépression, je suis partie. Ok. Et est-ce que tes parents, justement, te poussaient, te soutenaient, ou est-ce qu'ils avaient tendance à... Bah, mon père a fait un vouloir te déni garder. complet, c'est-à-dire que en plus il s'appelle Denis, mon père. À chaque Ah fois bah. j'ai dit Denis, c'est Denis. Et en fait lui il a fait complètement, c'est-à-dire que je me souviens genre 1 semaine avant de partir à Paris, il me dit mais c'est sérieux ces trucs de Paris? Alors que je m'étais inscrite à la Sorbonne, mon frère m'avait aidé à trouver un appartement. Et je me souviens du visage de mon frère voyant ces apparts et en me disant Ouh, c'est waouh, ça va être cool, Cam, ça va être cool. Genre, vraiment. À un moment donné, je me souviens de cette scène où il s'est assis sur les toilettes, il a fermé la porte des toilettes et il s'est donné un coup dans la tête. Il a fait « Ok, c'est petit, mais ça va être sympa. » Et Ah c'est bah trop ouais. mignon de m'avoir accompagnée Trop dans ça. mignon. Lui habitait déjà à Paris? Non, lui, mon frère, il a Ah, pas quitté il n'a Montpellier. pas quitté Montpellier. Ah, donc Non. t'étais vraiment celle Celle qui qui se partait. détache Ouais. là, Ouais. du magma. Exactement. Et quand je suis arrivée ici, plus d'angoisse, rien. J'étais à ma place. C'est vrai. Ah ouais. Ah, tant mieux. Oui, t'avais fait ta dépression. C'est bon, c'était ok. tu J'avais pris 10 t'avais ans dans la classé. gueule, là, tu vois. J'ai grandi d'un coup. C'est bon, Ah ouais. j'y vais là, c'est bon. Et quand je suis arrivée ici, alors je dis pas que ça a été facile, évidemment, mais Il a fallu se recréer tout un réseau. c'est ça en fait. j'imagine. Moi, je comptais les jours en me disant, ok, donc là, mardi soir, je vois telle personne, mercredi soir, quand j'avais un trou, c'était à me paniquer dans ma semaine. J'étais là en mode, oula, je Eh vois ouais. personne ce Fallait soir-là. combler le Fallait vide. combler. Mais en même temps, rapidement, j'ai rencontré des gens passionnants. Et l'humour dans tout ça. Donc, comme je disais, quand j'étais petite, je faisais tout le temps le clown. J'ai toujours fait rire les gens. Mes copines, en fait, elles me disaient, mais tu te rends pas compte, c'est-à-dire que on est en permanence dans dans un spectacle d'humour. C'est-à-dire que je disais, bah, ce soir, les filles, on sort. J'ai une jambe en bois. Elle fait pardon. Je lui dis, je vais faire toute ma soirée et je vais se faire semblant d'avoir une jambe en bois. Elle me dit, c'est pas possible. Et toute la soirée, il y a des mecs qui me draguaient. J'étais là, attention, ma jambe, parce que j'ai une jambe en bois. Je dansais avec ma jambe en bois. Tu tenais le truc toute la soirée. Impossible d'en déroger après. Une fois que t'as dit que t'avais une jambe en bois pendant tout ça. Pareil pour l'accent, je dis ce soir je suis espagnole les filles. J'ai parlé comme ça toi et puis je disais aux gens voilà moi j'ai Camille, je viens de Madrid en fait et puis je suis arrivée à Paris toi. Et après à la fin je disais à mes copines je suis épuisée, je veux être Mais moi-même et je suis coincée maintenant. J'ai parlé comme ça au serveur, au mec du resto. Et t'as pécho en espagnol? Ouais, je crois que j'ai pécho en espagnol, bien sûr. évidemment. Bah, Évidemment. le petit piment quoi. Mais les c'est gars de côté un Saint-Germain, peu. ils ont dû se dire, Ah, oh. oh là, j'ai chopé une hispanique, écoute. Tu savais que t'avais un potentiel comique quand même qui était là. Personne n'avait de doute qu'un jour ça serait mon métier. Ah ouais. Enfin, Et aujourd'hui. toi, moi, t'avais des doutes? Ah oui, moi je me Oui. disais, mais jamais de ma vie. Qui sont ces gens qui montent sur scène pour faire rire les autres? Donc moi, je fais mon école de journalisme. Et là, mon frère et ma mère me disent, mais inscris-toi au cours Florent, parce que quand j'étais petite, j'avais fait du théâtre. Oui. Je faisais des rôles Fallait dramatiques, exploiter. tout le monde rigolait. Ça m'énervait, j'avais arrêté. En mode, mais non, je veux être sérieuse, je veux faire du drame. Et donc, j'avais arrêté. Ma mère m'a dit, bah, là, t'es à Paris, va au cours Florent, etc. Non, je sais pas. Il m'inscrivait à un stage. À la fin du stage, le prof dit, bon, il faut que tu intègres l'école parce que tu as un gros potentiel, voilà, et si tu as envie, en tout cas, voilà. Donc, j'ai intégré l'école et j'ai jonglé entre le journalisme et les cours Florent. D'accord. Journaliste presse écrite? Ouais, j'étais en presse écrite donc dans des pôles culture. J'étais pigiste, donc j'ai fait l'Express, les Inrocks, le Figaro. Ok. Voilà. Et, Donc t'avais la double casquette quoi. ouais, et Tu j'arrivais pas. J'étais toujours naviguais journaliste entre et les- comédienne. Ah oui, c'était ça. ton truc. J'arrivais pas à dire que j'étais comédienne ou journaliste. Enfin, les deux, j'avais l'impression d'être aucun des deux en fait. Ouais, Parce que j'étais un peu les deux et en fait rien à la fois. Et au final, j'ai fini par choisir et j'ai abandonné le journalisme. J'ai fait une série sur YouTube humoristique qui s'appelait Nana la série et j'ai été repérée par Canal. Et après, j'ai intégré Canal dans des chroniques humoristiques. Ouais. C'était quoi les premières chroniques que t'as faites? Les pour chroniques, Canal? c'était à l'Info du Vrai. C'était Ok. l'émission qui remplaçait le Grand Journal. Mhm. Et moi, je suis arrivée avec un concept qui était J'y étais et je racontais des faits d'actu. Mhm. Et je racontais des trucs comme si j'avais été à l'intérieur et je racontais que n'importe quoi en fait. D'accord. Et voilà. Et comment ça se passait avec les mecs quand on fait rire comme ça toutes ses copines? T'arrivais à
à être aussi justement dans un autre registre de séduction. Ouais, je sais pas. Enfin, Ben, ou en alors fait, est-ce que c'était ça Ben, ton mode de en fait, c'est séduction? ça, c'est souvent. Bon, moi, c'est vrai que, comme dit mon frère, tu as beaucoup vécu quand même dans ta jeunesse. Ce qui voulait dire, t'es sorti avec beaucoup de garçons. Ouais, ouais. C'est vrai que ça marchait bien avec les mecs. Et en fait, souvent, je disais, mais c'est bizarre parce que je drague pas, je fais que rigoler. Et en fait, les gars disaient, mais c'est comme ça qu'on est séduit. Parce que l'humour, c'est une forme de séduction, évidemment. Mais moi, je me cachais toujours derrière ça parce que pour moi, la séduction, c'est une fille qui se touche les cheveux, qui parle un petit peu comme ça, tu vois. Et moi, j'étais jamais comme ça. Ouais. Mais pour autant, bah, ça marchait. Ça marchait. Et puis voilà, je parlais à tout le monde. C'est vrai que j'avais de la répartie, donc j'allais choper n'importe qui en mode ouais, toi. Enfin, j'avais toujours envie de faire un peu des joutes verbales, tu vois. Et donc, ouais, oui. c'était une forme de séduction, évidemment. Et Adrien, alors, il arrive à quel moment dans ta vie? Ben, Adrien arrive après une histoire très compliquée pour moi. Mhm. Et c'est mon frère qui me le présente. Ah, c'était un pote de ton frère? C'est un pote de mon frère. Et il me dit, c'est bon, j'ai trouvé le mec pour toi. Je dis, mais je suis déjà en couple, en fait. Ah oui, l'histoire précédente n'était pas Elle finie. était pas finie. Et je lui dis, bah non, en fait, je suis déjà en couple, pas du tout. Et il m'a dit, non, mais t'as pas compris. Il vient d'arriver à Paris. Je vous suis tous les deux sur Facebook à l'époque. Vous avez la même vie, vous aimez les mêmes choses. Enfin, c'est un mec pour toi et tout. J'étais là, mais en fait, déjà, t'es qui pour me dire qui je dois fréquenter, tu vois. Et donc, du coup, je mets ça un peu sous le tapis. Et puis je dis à mon frère, bah, je sais pas, invite-moi à des soirées où il est là. Et en même temps, mon frère, ça le faisait un peu chier aussi que je sois là. Donc il me dit, ouais, on verra, je te le présenterai quand tu auras l'occasion et tout. Et en fait, on est à la feria de Nîmes, dans le sud de la France. Et là, mon frère me dit, il arrive, Adrien. Et je le vois arriver. Et je fais, ok. Donc physiquement, c'est mon idéal. Donc je le vois arriver, j'ai dit, j'aime tout chez lui. Puis je me souviens, il avait des petites chaussures bateau. Et j'étais là en mode, oh, je sais pas, il est trop stylé. En même temps, il fait un petit peu bon chic, bon genre. Ah, j'aime bien. Enfin, genre, je sais pas, j'étais un peu séduite. Et puis je lui parle et je me dis, il n'a aucune répartie. Aïe. Et je me dis, oh, il me saoule. Il est boring. Ah bah ouais, compliqué pour toi ça. Et lui se dit, elle est folle. Enfin, il se dit, trop de répartie, trop folle, ça ne marchera pas. Et 3 heures après, on s'embrasse. Ah ouais, des 3 fous. heures après? 3 heures après. On est dans la soirée, on rigole, on se sent bien, on s'embrasse, on dort ensemble. Ok. Et là, tout le monde me dit, ah non, c'est allé vite, quoi. J'ai dit, bah ouais, je sais pas, en fait, je sais pas, il avait pas de répartie, mais il y a eu un basculement dans la soirée où, en fait, on s'est retrouvés, on a rigolé, puis... je sais pas, ça s'est fait hyper naturellement. Et puis on s'est embrassés, puis on a rigolé, puis j'ai passé la soirée avec lui, on a dormi ensemble. Et le mec, d'un coup, m'a plus donné de nouvelles. Ah. Parce qu'il me dit, je révise mes examens. Il était hyper à fond à la fin de son école de droit. Vous aviez quel âge là? Et donc là, 24. 24. Donc toi, t'étais à Paris depuis... Depuis mes 18 ans. Oui, c'est ça, déjà depuis longtemps. Voilà. Et lui avait fait des stages à Paris, était en école d'avocat et stage. Il finissait son école d'avocat et il venait d'avoir un nouveau poste à Paris. D'accord. Il commençait sa vie professionnelle. Ah oui, donc vous Donc, on saviez était que potentiellement vous alliez vous retrouver à Paris. Voilà, on était raccord en Génial. fait. Moi, j'habitais Paris et lui débarquait. Mais là, il te dit... Mais là, il me met un gros stand-by. stop. Et donc, je me dis, trop relou ce gars, en fait, hyper sérieux. Enfin, à chaque fois, j'étais là, oh, mais en fait, il m'énerve. Et puis finalement, on s'est revus un mois après, à Paris. Je me souviens, on a mangé des sushis à côté du Panthéon, là. Je pourrais pas dire qu'il y a eu un basculement de passion et tout. C'est que j'ai eu l'impression que c'était l'homme que j'avais toujours connu. Et tout était simple, en fait. Tout était normal. On avait envie d'être ensemble tout le temps. Il aimait qui j'étais. Il me rassurait, il m'apaisait. Donc, j'avais vraiment besoin de quelqu'un. En plus, je sortais d'une histoire très compliquée. De quelqu'un qui me dit, OK, t'es un peu starbé, mais j'adore. Et en même temps, je vais prendre soin de toi. Et c'était, ouais, je me dis, bah lui, je vais me marier avec ce mec, en fait. C'est l'homme de ma vie. Je me dis, en fait, c'est ça l'amour. L'amour, c'est quand d'un coup, tu te dis, mais tout est évident. Génial. Donc, c'était trop bien. Donc, au bout d'une semaine, comme je raconte dans mon spectacle, on part fêter mon anniversaire à Amsterdam. Oui, il t'a fait la surprise. Il m'a fait la surprise de m'embarquer dans l'avion alors que j'avais extrêmement peur de l'avion. La crise d'angoisse dans l'avion, crise de tétanie. De tétanie devant un mec que je connaissais à peine. Donc, c'était vraiment chouette de lui montrer cette belle facette de moi, en tout cas. Et à la fois, si ça passait, j'ai envie de te dire... Vous étiez partis vraiment pour... C'est ça, je me dis, s'il m'accepte dans ce moment, bah, c'est que c'est bon, c'est que c'est le bon. Parce que tu étais ou tu es... Non, ça va mieux. Oui. Tu étais très angoissée en avion. Je suis toujours. Toujours un petit peu. Ouais, angoissée de base. De base, voilà. oui. Et ensuite, après, tout ce qui peut être
angoissant dans la vie Oui. m'angoisse. C'est ça. Voilà. Plus. Plus. Ouais. Bon, mais en tout Donc, cas, ce voyage chaotique a été quand même Voilà. le C'est début de votre histoire. le Quoi. début de notre histoire et c'est un mec qui avait pas peur de l'engagement. Lui, c'était je veux des enfants, je veux me marier, j'ai pas peur de vivre avec toi. Donc en fait, il me calmait et moi j'ai dit mec, je me marierai jamais en fait. T'as pas compris, mes parents ont divorcé, je suis hyper libre. 3 mois après, il me demande en mariage, je dis bah, évidemment que je me marie. Et alors, la demande Bah que c'était catastrophique. Ah bon? Ah ouais, il s'est raté. Pourquoi? Parce qu'en fait, à l'époque, on avait une application Uber commune. Oui. Et donc, à un moment donné, je vois qu'il est au boulot et je vois le petit Uber qui part. Et je dis, ah, mais marrant, tu rentres du boulot et tout. Il me dit, non, je suis au boulot. Je fais, qu'est-ce qu'il me raconte? Je vois son petit taxi qui part et puis je vois le taxi qui arrive rue de la Paix, tu sais, au niveau des bijouteries. Je fais, qu'est-ce qu'il me fait? Et là, je lui dis, je sais pas, t'es rue de la Paix là? Il me fait, pas du tout. Il raccroche. Donc, le mec, même pas, tu sais, fait un peu de, oui, en fait, j'ai eu un client. Enfin, il aurait pu complètement me mentir. Je me suis dit, bon, c'est bon, il m'achète une bague, c'est sûr et tout. Après, je vais à la maison, je prends l'ordinateur, énorme photo de bague sur l'écran. Oh, mais qu'est-ce que tu fais? J'ai dit, mais je sais pas, mec, tu cherches des trucs sur mon propre ordinateur. Oh, mais c'est pas possible, on peut rien te cacher et tout. J'ai dit, bah, c'est quand même pas très futude, quoi. Mais donc, ça a été catastrophique. Donc, je sentais la demande arriver. Oui. Donc... J'imagine tout. Oh, c'est pas vrai! C'est pas possible, tu fouilles vraiment partout. Je dis, c'est mon ordinateur en fait. Parce que je suis pas fouilleuse pour le coup, tu vois. Donc, donc je me suis dit, bon, le mec, c'est dommage quoi. C'est dommage. Je me dis, qu'est-ce qu'il me raconte là? Il me fait n'importe quoi. Et je lui dis, mec, t'avises pas de me demander en mariage. Ah oui, du coup, tu anticipes le truc. Oui, parce que j'ai un peu peur en fait. Et donc, je dis, crois pas que je vais me marier. Il fait, oui, non, t'inquiète pas. Bon. Et puis, donc, du coup, il prépare sa demande et tout. Et puis, on se retrouve à Saint-Raphaël chez ses parents. Et le mec n'arrive pas. Genre 4 heures de retard. Donc, moi, je suis au milieu de ma belle famille. J'ai dit, bon, bah écoute, je prends mes clics et mes claques. Et je me casse parce que tu me fais poireauter, ça me saoule. Je pars avec mes valises en mode, j'en ai marre de ce mec, il fait que travailler. Et là, il arrive en mode, ne pars pas si j'ai du retard. C'est parce que... je t'ai acheté une bague, je te demande un mariage. Et là, je fais, quoi? C'était une catastrophe. Et là, je me mets à pleurer en mode, quoi? Mais c'est-à-dire? Et là, il fait, oublie tout ce que je viens de te dire. Et j'étais, mais qu'est-ce qu'il raconte et tout? Il me dit, je me suis foirée, là. Là, je me suis foirée. Je dis, pauvre le chou. pauvre. Ça me fait de la peine. Ouais, le pauvre. Et du coup, je dis, Et donc, Et du coup, j'étais avec mes valises, j'ai dit, bon, je rentre. Alors, je retourne dans la maison, je me calme alors. Du coup, on s'embrasse, je t'aime et tout. Et puis, pas de demande. Et je lui ai dit, bon, il va peut-être la refaire. Et donc, dans l'été qui a suivi, il a voulu se refaire sa demande. Donc, on était en Corse, dans mon village. Et donc, chaque fois, il me disait, tu viens, on va se balader là-bas. Je fais, non. Et j'appelais mes cousines, Manon, tu viens avec nous? On va faire une balade. Il fait, non, mais Manon n'a pas envie de venir. Je dis, si, Manon, elle a envie. J'avais les pétoches en fait, je sais pas, j'appréhendais un peu le moment. Oui, normal. Donc voilà, donc il s'est mis à genoux et là je lui dis lève-toi par contre. J'ai dit lève-toi, moi je veux pas d'un homme à genoux, je suis trop gênée. Et du coup il s'est levé, il m'a demandé en mariage et voilà, et donc c'est finalement donc c'était chaotique complètement. Et au final c'est rigolo parce qu'au moins aujourd'hui on a des choses à raconter. Voilà, bien sûr. Ça a été un peu comme ça quoi. Donc mariage l'année d'après? Ouais, l'été d'après. En Corse? Non, on s'est mariés dans le mas de mon père, parce que mon père est viticulteur, il a un mas viticole, et on s'est mariés dans son mas. Génial. Donc, et t'avais la robe blanche, la totale? La totale. On était 350 invités. Waouh! Parce que voilà, mon père en plus a invité, tout ça, voilà. Et puis il comprenait pas le principe des plans de table et tout. Mon père, il mettait des coups de stylo. Là, j'ai rajouté Joachim avec sa femme et tout. Je fais, t'as pas compris ça c'est pas comme ça, mariage. Il me dit sympa, ils se mettront un tabouret. Je dis non mais j'ai des tables avec des plans de table. C'était trop génial. Bien. Finalement, ça t'a réconcilié avec l'idée du mariage. Exactement. Et surtout, moi qui étais très famille, très proche de mes grands-parents, ils étaient tous vivants à l'époque. Et oui. Donc en fait, on a eu ça avec mon mari, d'avoir tous nos grands-parents avec nous, d'avoir réuni tous les gens qu'on aimait. Et ça, c'était incroyable, vraiment. Lui est aussi famille que toi? Ultra famille. Il vient d'une famille de 4 enfants qui sont tous ultra fusionnels. Ouais. Bon, et l'idée des enfants, alors t'étais aussi réfractaire
Enfin, en tout cas, dans le timing. Comment vous étiez par En rapport à fait, ça? 27 ans, bon, moi, c'était pas tout de suite pour moi. Ouais. J'étais comédienne, cours Florent, ma compagnie de théâtre, j'écrivais pour d'autres, un peu journaliste avec des piges. Donc, Mhm. j'étais dans une vie culturelle et très dynamique à Oui, Paris, dans le bouillonnante. Marais. Voilà, et lui, avocat dans un truc un peu dur. Donc, on était chacun un peu dans nos carrières aussi. Mon mari me dit, voilà, on vient de me proposer un boulot à Montpellier, un boulot qu'il pouvait pas refuser. Et là, je savais que ça allait créer un truc horrible entre nous parce que je voulais pas lui dire n'y va pas. Mhm. Parce qu'évidemment, il avait le droit d'aspirer à une vie plus douce et aussi dans son boulot, c'était une énorme opportunité. Il reprenait la tête d'un cabinet, il devenait associé à 30 ans. Ah ouais, ok. Et en même temps, moi, Paris, c'était là où je voulais être, donc il était hors de question que je revienne à Montpellier. Donc il s'est passé cet été-là on parlait pas et chacun on a réfléchi de notre côté. Mhm. Mais moi, on ne parlait pas entre nous parce qu'on avait aucun de nous deux, on ne trouvait pas de terrain d'entente. Oui, Donc aucun n'était prêt à sacrifier aucun n'était pas à kiffer sa sa carrière. carrière. Donc en fait, c'était trop dur cette période. Oh là là, Et lui, il a j'imagine. choisi de partir. Donc on était déjà mariés. Et il m'a dit, écoute, c'est une période d'essai de 6 mois, je prends un petit appart. Et moi, j'ai dit, écoute, je reste à Paris, je te suis pas. Donc là, petit studio, pour gagner un peu plus d'argent, je me mets à travailler dans des restaurants, dans des cuisines. En même temps, j'écris une série avec une fille super. On est à fond dans l'écriture de cette série pour Arte. J'écris, je cuisine, je fais ma life en fait. Et lui, à Montpellier, on se voit les week-ends. Et cette période est assez dure pour le couple. Parce que Ouais, on vivait ensemble en j'imagine. fait. On était mariés, donc c'était pas du tout. Ouais, c'était pas la suite logique. C'était pas la suite Du logique. tout. Et donc du coup, voilà. Et là, je tombe enceinte. C'était pas du tout voulu. En fait, je me protégeais. C'est-à-dire. Évidemment, je me protégeais pas. Alors, on va dire, t'es marrante, toi. Ah oui, je te dis, t'es marrante, toi. Voilà. Bon, on pratiquait la méthode, tu sais, un peu à l'ancienne Du retrait. du retrait. Mhm. Et donc, et ça marchait très bien, ce retrait. Sauf qu'un jour, il ne se retire pas. Dis Dis donc. donc, Et là, Adrien. et là, je lui dis, oh là là, ça, c'est pas possible. Donc là, on était en vacances. Je lui dis, ah, c'est pas possible. J'imagine si je tombe enceinte, on n'habite même pas dans la même ville. C'est pas du tout le moment et tout. Et je tombe enceinte. Ok. Première fois, premier essai, Oui, dans les buts, direct. tu la prends. Seule dans mon appart. Ouais, ici. c'est ça. T'attends tes règles et puis elle n'arrive Elle pas. n'arrive pas. Je me dis, bon, je fais Tu un les petit- guettais, du coup. Je l'ai tes guetté. règles. Ah bah oui. C'est marrant cette période-là. J'étais un peu en mode. C'était un petit peu mon petit secret. J'étais seule à Paris dans mon petit appart et j'avais envie de le garder pour moi. Je voulais lui annoncer quand il montait le week-end. Mhm. Donc en fait, pendant plusieurs jours, je l'ai gardé pour moi et j'étais assez contente mais assez perturbée en fait. Je comprenais pas trop ce qui se passait et moi qui ai tendance à tout intérioriser, à tout complexifier, etc. J'étais là, quoi, j'ai un être vivant dans mon ventre. Je me souviens d'insomnie, je peux pas croire que je suis en train de porter quelque chose qui va... Et donc j'étais avec ce secret. Ouais, Et c'est puis, des jours voilà, un peu suspendus, un peu quoi. suspendu. Où t'es dans ta bulle C'est ça. à toi, Tu peux pas le intérieure. dire encore moi je pouvais pas le dire à ma mère ou à mes meilleurs amis parce que je l'avais pas encore dit à Adri. Bah ouais. Donc j'attendais et je l'ai dit à mon psy. Ah bah, bien sûr. Meilleure Ah, il faut que personne. je vous dise quelque chose, je suis enceinte là. Ok, alors attendez. Et après il m'a dit mon psy, mais qu'est-ce que vous faites à Paris? Qu'est-ce que tu... Enfin, genre meuf en fait, ça n'a pas de sens ta vie, réalise. Et j'ai dit c'est vrai, qu'est-ce que je fous là toute seule avec mon bébé parce que quand j'ai annoncé à mon mari, donc je me souviens, j'avais mis le test de grossesse dans mon chapeau. Dans ton chapeau. J'avais un chapeau, je sais pas, je voulais. Et puis je lui dis hey, hey! Et puis le test de grossesse part en. Tada! Toujours Oui. dans la finesse Et la mesure. et la mesure. Et donc, il a Alors, rattrapé le test. Ah, là, il a fait mais non. Donc là, on a eu ce moment, je me souviens, où on se tenait les mains et on se regardait en silence en disant c'est pas vrai, c'est là, c'est maintenant. Donc on était trop heureux, il a pleuré, lui, c'était son rêve de devenir papa, il était ultra impatient de ça. Et vraiment, on était dans une émotion folle, sauf que moi j'ai dit je redescends pas à Montpellier. Ah ouais. Je reste à Paris, je sais pas, je réfléchis, je sais pas, je suis bien là. Et donc pendant 3 mois, j'ai vécu ma grossesse, moi, solo, tranquillou, Ah oui. ouais, Tout n'importe le quoi. premier trimestre. Tout le premier trimestre, qui est en plus un des trimestres les plus rudes, quoi.
qui a été rude pour toi? Bah, en fait, j'avais une énorme fatigue et je me souviens de quand je marchais entre chez moi et le boulot où j'étais, je devais m'arrêter chez des potes pour dormir. Non. Tellement j'avais une fatigue, c'était vraiment, j'étais narcoleptique. Ouais. D'un coup, c'était ah et j'arrivais chez les gens, excuse-moi, je peux prendre ton canapé? Ouais, et les gens étaient là, waouh, mais quelle horreur! J'ai dit, mais je suis chopée par la fatigue à n'importe quel moment de la journée. J'avais des points de chute parce que je te jure, je me disais, là, c'est maintenant, je dors. Le dodo, c'est maintenant. C'est maintenant. Donc j'avais ça et j'avais un peu des nausées parce que je travaillais en cuisine, donc toutes les odeurs c'était un peu rude. Évidemment, mon psy m'a dit, bon, il y a un moment donné, faut arrêter là. Qu'est-ce Bah qui là, se passe? t'avais fait ta petite expérience. Oui, hein, voilà, elle du est premier contente. trimestre. Mais parce qu'on sait que quand on vit une grossesse à Paris, t'as quand même intérêt à t'inscrire très vite dans une maternité. Oui, Et justement, est-ce que toi, tu t'étais inscrite ou non. T'avais rien Non, entamé non, j'avais comme rien entamé. inscription, tout ça. Donc Non. quand même, J'étais dans un tu espèce savais de... peut-être quelque part que t'allais finir à Montpellier. Évidemment, Oui. évidemment, je tire encore un peu la C'est corde ça. parce que j'étais bien ici et que je voulais pas descendre et que voilà. Mais rapidement, je me suis inscrite dans la maternité à Montpellier. Ma sage-femme était montpelliéraine. J'ai commencé bien évidemment Oui. à me dire, bon, là maintenant, il faut que je me prenne en main. Ça fait 3 mois de grossesse. Allons-y. On peut imaginer à quel point ça a dû être compliqué quand même de quitter Paris, de renoncer à cette vie Ouais. que tu avais construite pendant De 13 ans. 13 ans. Oui, tu avais 31 là. Ouais, j'avais 30, ouais. C'est pas rien. Ouais. Qui était une vie que tu kiffais quand même c'est vachement. ça, exactement. Je comprends. Ouais. Le côté... Et puis moi, qu'est-ce que je vais faire de ma vie, en Bah, fait? c'est ça. Donc là, retour à Montpellier, tu t'installes donc... Je m'installe dans ce petit appartement où il qu'Adrien vivait avait. loué, quoi, Ouais, en ouais, attendant. Et là, je suis prise à Canal. Ah oui, ça a coïncidé C'est avec... pile poil, c'est-à-dire je passe mes castings en étant à Paris, j'aménage à Montpellier, et là, je suis prise à Canal+. Ah. Très bon timing, quoi. Et ils m'ont dit, voilà, bah, tu commences dans 3 mois, donc les castings étaient en juin, tu commences au mois de septembre. Donc tu serais enceinte de Presque- 6 mois, quoi, presque- quasiment. Ouais, presque Ok, 7 donc mois. tu leur dis. Et donc, j'imagine. du coup, je leur dis, écoutez, ils disent, ah, on dirait que t'es pas contente et tout ça. Je dis, c'est pas ça, c'est que je vous annonce que je suis enceinte de presque 7 mois et que quand je vais commencer, je suis enceinte de 7 mois et que j'habite à Montpellier. Et eux, on dit, bah, on te veut quand même. Et on est hyper heureux pour toi que tu sois enceinte. Et tant que tu te sens, bah, voilà, tu feras les allers-retours et on te les paiera. Et voilà. Et du coup, j'ai commencé comme ça, enceinte avec mon gros bidon. J'ai débarqué à Canal, donc le mec qui s'occupait des vêtements était là. On n'a pas du tout ta taille, en fait. Tu fais un bon 42. Et en même temps, je me vois dans des combinaisons. Mais tu devais être canon. Et en fait, franchement, j'avais Bah pas un ouais. gros ventre parce que j'avais quand même caché pendant les castings que j'étais enceinte. Hein. Une fois, j'étais enceinte de 5 mois. Et la deuxième, quand ils font l'espèce de callback, j'étais enceinte de 6 mois. Ah oui, d'accord. Ah ouais. Et ça ne se voyait Et ça pas. se voyait pas. Et puis alors après, Et d'un t'as coup, laissé... d'un coup, tu t'es laissé t'épanouir Oui, complètement, exactement. ce ventre Exactement. magnifique. Et en fait, mon bébé m'a portée, c'est-à-dire que j'étais enceinte. Je savais qu'une expérience incroyable allait m'arriver, que j'allais devenir maman. Et j'en dire, à côté de ça, tout n'a aucune saveur. Et tout me souriait, en fait. T'étais en forme, toi, Alors, moi, physiquement j'ai eu 2 super grossesses. J'étais Ok. très en forme. J'avais pas de douleur, pas de problème. J'avais pas pris de poids. J'avais une plus belle peau, des plus beaux cheveux. J'étais très heureuse d'être enceinte et ça se passait très C'est bien. possible d'avoir des plus beaux cheveux que ceux que tu as. Bah là, ils étaient plus beaux avant, quand j'étais enceinte. J'ose même pas imaginer. Parce que là, déjà, Ah, on est capillairement, on est bien. C'est quelque chose de très épais, en Ah, tout très cas. beau, très beau. D'accord, donc c'est vrai que ça t'a aidé Ça- d'être en Ouais. forme aussi. Tu Ah te oui. sentais de faire des allers-retours. En fait, j'étais très en forme et moi, la veille de mon accouchement, j'étais en boîte de nuit. Ah ouais. Donc, j'étais très en forme. Mais tu t'étais donné quoi Ben, comme en fait, limite c'est ça qui était terrible, c'est que moi j'en voulais à mon mari pour ça. Je lui disais, si j'habitais à Paris, j'aurais pas eu besoin d'autant réfléchir. Je suis allée tous les jours au boulot, j'aurais accouché dans ma ville, etc. Là, la logistique du train faisait que Bah oui. tout était compliqué quand même. Montpellier-Paris, c'est combien de temps C'est 3 heures de train, donc D'accord. je fais les allers-retours. Là, mon gynéco me dit, le col est déjà dilaté, 1 mois et demi avant mon terme. Wow. Et j'étais déjà dilatée à 3. Donc c'était déjà limite en process. Donc il m'a dit, là, Ah ouais, c'est il chaud. va falloir limiter les allers-retours. Donc au mois d'octobre, il te dit ça. Ouais. Et donc, du coup, je vivais dans l'angoisse d'accoucher dans le train.
Je me dis, alors là, j'accouche dans le train. Alors tout le monde me dit, ton bébé, il pourrait voyager gratuitement. J'en dis, j'en ai rien à foutre, en fait. Je veux pas coucher avec des inconnus. Voilà. Tu voyageais seule en plus. Je voyageais seule, donc voilà. Et donc finalement, je me suis arrêtée 1 mois avant. 1 mois. Et j'ai accouché la semaine d'après. Ah ouais. Donc Quand même. fallait que Il j'arrête. était temps. Il était temps que j'arrête. Bon, Donc, et voilà. alors, cette naissance, donc au début novembre? Donc début novembre, Ouais. le 8 novembre. Accouchement un peu compliqué parce qu'en fait, ça allait assez vite. Il était prêt, Il quoi. était prêt, Ouais. sauf que à partir du moment où ils m'ont fait la péridurale, j'ai fait une crise d'angoisse. J'avais l'impression d'être en train de décéder. Et il me dit non, vous êtes en train de vous détendre. J'ai fait oui, mais je ne sens plus rien. Je suis en train de décéder. Donc vraiment, crise d'angoisse. On m'arrête la péridurale. Bref, et surtout, ça arrête le travail, ma péridurale. Ouais, ouais. Tu es sujette aux crises d'angoisse depuis longtemps, Oui, mais elles arrivent à quelle fréquence? ça À peu dépend près. des périodes. Ça dépend de ce que je vis. Mais elles peuvent venir, arriver 1 fois par mois, je dirais. Ah oui, Grosse quand crise même. d'angoisse, ouais. Et donc, qu'est-ce qui se passe pendant ces crises d'angoisse? En fait, j'ai l'impression que je suis en train de mourir. Ok. Ma paupière qui fait comme ça, j'arrive pas à respirer, mon cœur, et donc là je commence à dire qu'est-ce qu'il a mon cœur, pourquoi mon cœur fait comme ça, j'arrive pas à parler, et donc ça part de mon corps, et après ça m'envahit, et là je me dis je me sens partir, je sens que j'ai tombé dans les pommes, je sens plus mon bras. Il m'avait donné des clés, mon psy, en mode voilà, quand il y a telle angoisse, ouvrez cette porte avec cette clé-là, dites-vous que c'est votre corps qui parle, mais ce n'est rien de grave, apaisez-vous avec des phrases, parlez-vous à vous-même, etc. Mais le problème c'est que parfois quand la crise est trop grande, t'as juste besoin de calmer ton corps en fait, avant de réfléchir. Mais Tu oui. peux pas faire les deux en même temps. Est-ce que l'équipe médicale était au courant de ça, de Non. cette patte? Tu Non. les avais pas du tout informés? Non. Bon, Adri, il te connaît par cœur. Adrien me donc connaît lui, par il cœur, sait. il sait. Après, la crise d'angoisse, c'était aussi parce que j'avais mal, j'étais dans un état. De toute façon, Oui. l'accouchement est un Est une moment, crise d'angoisse. est une crise d'angoisse. Voilà. Et puis, j'arrivais pas à concevoir qu'il y a un enfant qui allait sortir de là. Et là, ils me disent le bébé descend plus, il faut qu'on aille le chercher. Et là, il s'est retourné. Il s'est mis dans le mauvais sens. En regardant les En- étoiles. Voilà, en regardant Ouais. les étoiles. Ils m'ont dit, là, Et- il va et falloir ça, qu'on aille le on choper. n'aime pas. Et ça, on n'aime pas. Et donc, ils ont dit, bon, on va y aller avec, tu vois. Et là, Les j'ai instruments. fait les instruments. Tu Et là, savais ce que c'était que ça? non. Et là, j'ai dit, personne ne rentre un objet. Et là, ils ont fait, comment? J'ai dit, je vais pousser comme une malade, mais je vais vous le sortir, ce gosse, et personne ne me touche. Ils ont dit, ok. Et Octave est sorti. Ah ouais. Sans Sans instrument. instrument. J'ai fait un malaise après, parce que j'ai perdu beaucoup de sang. Ok. Oui, parce que quand on pousse très Voilà. fort comme ça. Ah, je me suis déchirée, j'ai 15 points de suture. Ah, putain. 15 points en interne. Voilà, en interne, mais en fait, l'interne, pas de souci, mais c'est celui d'externe qui m'a fait le plus mal. Il y en avait un. Ah. Et alors Ah lui, bah, il même suffit encore d'un. aujourd'hui, Ouais. voilà. Et donc, tu vois cette petite chose sortir. Voilà, le médecin me dit d'attraper la tête, et donc du coup, je chope la tête du médecin. Je sais pas comment t'as pu Mais parce imaginer qu'il fallait choper la tête du médecin. Mais en fait, parce que je voyais pas où étaient les gens. Moi, j'étais complètement dans un. Et donc, il me dit attraper la tête. Puis j'attrape. Je vois. En plus, mon fils, je voyais des cheveux. J'arrêtais pas de me dire qu'est-ce que c'est que tous ces cheveux. Et puis finalement, je savais plus si c'était la barbe du médecin, finalement, ou ma propre barbe, ou celle de mon fils, quoi. Non mais. Mode, viens là, mon gros coco. En plus, il était pas mal. Bon, c'était aussi l'occasion de se faire un peu, d'en profiter un peu. Bien sûr. Oh, mais excusez-moi, montez sur moi doucement. Donc, t'as quand même à un moment réussi à prendre ton fils. Oui, j'ai pris mon et fils. tu l'as posé sur Je toi. l'ai posé sur moi. Moi, j'ai pas eu ce truc de oh mon petit bébé, c'est animal et tout. J'ai fait genre tu sais, qu'est-ce que c'est que ça? Puis je le trouvais. Non, il y avait plein de trucs qui m'allaient pas. Et ça m'a culpabilisé de penser ça. Parce que tout de suite, j'ai une sage-femme qui m'a dit bah, c'est votre enfant quand même. Et j'en dire, mais attends, mes meufs, en fait, il y a 2 secondes, j'étais pas mère. Laisse-moi le temps aussi d'accuser le coup. Attends, laisse-moi encaisser. Déjà, c'est impressionnant. C'est impressionnant. Un bébé qui sort tout juste. Il est pas très joli. Recouvert de plein de choses. Plein de Enfin, je me projetais sur un enfant blond. À la peau claire, moi je suis née, j'étais très blonde. Mon mari est blond aux yeux bleus, et là il est sorti, la pommade, des cheveux noirs. Ah ouais. Ah, je m'étais pas du tout projetée sur un enfant comme ça, donc j'ai eu un peu des, je sais pas. Et puis alors là, ça a commencé une période de vraiment de culpabilité. Tout ce que j'analysais, tout ce que je ressentais, et là je reste longtemps à la maternité. Je ne veux pas en sortir. J'étais hyper angoissée. Mon mec,
hyper dans son élément. C'est lui qui a fait les premiers bains. Et moi, j'étais une pauvre petite âme derrière moi. Oui, c'est vrai, c'est bien le bain. Et lui, il était là. T'as vu, chérie? Moi, j'étais là. Oui, c'est vrai. Il y a une vidéo qui est hilarante, qui montre vraiment, qui reflète tout mon état psychologique du moment. Il y a une vidéo où mon mec filme Octave bébé, qui est tout mignon et qui a ses petits yeux qui s'ouvrent. Et là, dans la vidéo, il filme Octave, on me voit pas, et il fait « Et alors mon Octave, alors? Et alors Octave? Et oui !» Et là, on m'entend à l'arrière « Qu'est-ce qu'il y a ?» Et là, il fait « Rien », il ouvre les yeux, et moi derrière « Oh, tu m'as fait peur !» La meuf est au bout du scotch total. Alors que quand je revois la vidéo, il n'a pas du tout un ton stressé. Ouais. Il dit Octave, et moi je fais qu'est-ce qu'il y a? À l'arrière, on se dit c'est Jacqueline au bout du scotch avec une voix d'outre-tombe. Donc stressée. Stressée. Est-ce que tu voulais l'allaiter, Octave? Alors, j'avais dit que ça me dégoûtait un peu l'allaitement. J'étais pas du tout OK. Mais une fois que je l'ai mis sur mon sein, que j'avais du lait, que ça se passait, c'était magique. J'ai dit, mais c'est magique ce truc. Et alors, je l'ai allaité 7 mois. Et ça t'a pas mise en confiance? De voir que tu étais capable de nourrir ton bébé? Si. En fait, j'étais partagée entre plein de choses. C'est-à-dire que j'adorais allaiter, mais en fait, j'avais un bébé qui était compliqué. C'est-à-dire que l'allaitement se passait bien, mais j'avais un bébé qui faisait que pleurer. Donc ça, je trouve que le postpartum avec un bébé qui pleure, c'est pas le même. J'ai connu ces moments de pleurs intenses qui ne s'arrêtent pas. Pendant combien de temps? Une journée entière. Sur combien de semaines, de mois? Les 3 premiers mois, je dirais. Il pleurait des journées entières? Des journées entières. Notamment le jour de mon anniversaire, le 10 décembre, j'avais noté, mon enfant a pleuré de son réveil jusqu'au coucher. Et je me souviens de l'avoir posé, parce que j'avais envie de dire « Mais arrête de pleurer, arrête, je t'en supplie. » Et j'ai appelé ma mère et je lui ai dit « Voilà, je l'ai posé, je suis pas bien. Je manque de ressources, aide-moi. » Ma mère m'a énormément épaulée. Et elle me dit, j'arrive et je vais le prendre et va respirer dehors. Et c'était dur, quoi. C'était dur. Donc, Adrien, il a pu rester avec toi combien de temps? 1 jour. C'est-à-dire qu'en fait, il bossait. En plus, les avocats, ils sont en profession libérale. Ils sont toujours un peu de boulot. Ils sont toujours en train. Et en fait, il me manquait, en fait. Je comptais les heures jusqu'à son retour à la maison, mais je le trouvais terriblement absent, en fait. Parce que je me dis, s'il avait été avec moi, ne serait-ce que le premier mois, ça aurait tout changé. Ce premier mois, Ce premier mois difficile. Si dur. Donc, il rentrait entre midi et 2, déjeuner avec moi, et il rentrait le soir vers 18-19 h. Mais c'était tard, 18-19 h. C'est long. Alors, il m'aidait la nuit. Aussi quand même, il me le mettait au sein, il m'aidait un petit peu. Ma belle-mère est venue, elle me le mettait au sein dans la nuit. Elle me le prenait, elle me faisait dormir un peu, quelques heures, et puis elle me réveillait pour me le mettre au sein, puis elle le reprenait pour l'endormir. Donc j'ai été aidée quand même, et en balade en poussette toute la journée, dans Montpellier. Ah bah ouais. Parce que c'était des moments où il s'apaisait un petit peu. Ouais, il s'apaisait en poussette. Moi, j'étais apaisée parce que j'étais dehors, j'étais plus seule en fait. Bien sûr. Et j'ai rencontré des filles qui avaient des poussettes dans un café. Et on est devenues super copines. Et en fait, ça m'a changé mon postpartum. C'est-à-dire qu'on se retrouvait tous les jours avec nos poussettes. Et c'était des filles pareilles qui partaient le matin de chez elles. Elles restaient en poussette toute la journée. On buvait des cafés, on allaitait nos enfants dans des endroits sympas. Et ça m'a changé la vie. Ouais. Et vous n'avez jamais trouvé les raisons de ces pleurs, finalement? En fait, il avait mal au ventre. Ouais. Il avait mal au ventre. Et tu n'as jamais exploré des allergies, peut-être à toi, ce que tu mangeais, les protéines de vache, quand j'allaitais, du coup, j'avais arrêté plein d'aliments. J'avais arrêté l'ail, j'avais arrêté des choses, tout ce qui était chou, tout ça, parce que ça pouvait donner des gaz. Et après, donc, j'ai fait des séances de massage. J'ai pris des cours pour le masser. Donc, on a mis plein de choses en place. Et puis, au fur et à mesure... Et puis peut-être que je dresse un portrait comme ça, alors que mon mari, peut-être à cette époque-là, dirait pas que c'était autant. Alors déjà parce qu'il l'avait pas autant. Il l'avait pas toute la journée. Mais peut-être aussi que j'avais un côté un peu dramatique, parce que moi, je dramatise tout aussi. Oui, mais enfin, un bébé qui pleure non-stop... Un bébé qui pleure, c'est pas facile. Voilà. Non, c'est pas facile. Et il n'avait pas de frein, de langue, de machin? Non, on avait testé tout ce qui était ORL. Non, c'était un bébé qui avait mal au ventre, qui avait ses coliques. Donc le pédiatre m'avait dit, à 3 mois, il n'y en aura plus. Et en effet, à 3 mois, c'est ce qui s'est passé. Pendant cette période où tu étais vraiment dans le dur, là, où Octave pleurait beaucoup, toi, comment tu as géré tes angoisses? Déjà, je me faisais suivre.
Ça m'a énormément aidée, évidemment. J'appelais, je demandais de l'aide. Quand j'étais en groupe, j'étais plus trop angoissée. C'est quand je me retrouvais seule avec mon bébé où je me sentais un peu démunie, en fait. Et je l'ai vachement travaillé avec mon psy, ce moment où je rentre chez moi. J'étais dans l'appréhension de à quelle sauce je vais être mangée. Moi, j'avais peur qu'il pleure et que ça ne s'arrête jamais, ou que les situations empirent. J'avais toujours peur de me dire, et si, c'était ça mes angoisses, et si cette fois-ci, il n'arrive pas À se calmer. à se calmer. Est-ce qu'il y avait des moments quand même où des petits moments de grâce où tu connectais avec lui, Oui, où tu bien sûr, jouais avec lui, bien sûr. où tu te retrouvais, je sais pas, sur un tapis par terre avec des jouets, Évidemment. il te faisait des sourires et tout. Évidemment, c'était un bébé très expressif, très souriant. Je passais des heures allongées sur mon tapis avec lui, à le regarder. Je le mangeais d'amour, cet enfant. Mais en même temps, un peu aussi désemparé. Ouais. Mais je me prenais des c'est bains avec lui. L'ambivalence maternelle. Bah Et oui. puis quand il y a un terrain de crise d'angoisse comme ça, Ah oui. il y a tout qui s'entrechoque, quoi. Oui, complètement. Mais finalement, tu n'as jamais fait de crise d'angoisse avec lui. Non, jamais. J'étais sur lui, donc je me lâchais la grappe. C'était sur mon enfant, en fait. C'est pas mal, ça. Donc ça, c'est pas mal. Mm. Et je me dis, qu'est-ce que je suis égocentrique, qu'est-ce que j'ai pu être égocentrique avant. Ok, Donc, voilà. Un postpartum un peu chaotique et personne t'avait préparé à ça. Mais au bout de 3 mois, ça arrête. Miracle. Il s'est mis à moins pleurer petit à petit. Petit à petit, c'était pas beaucoup et plus rien. Au fur et à mesure, ça allait bien. Et puis c'était un petit garçon déjà qui, c'est marrant, qui avait déjà plein de traits de sa personnalité qui s'avère qu'il a gardé aujourd'hui, mais qui était très éveillé, très en éveil, très en demande de bouger, de s'asseoir. Il a marché à 12 mois. Il a pas le time, Octave. Il a pas le time. Non. Et donc, comment t'as fait, toi, justement, dans la reprise du boulot? Parce que, donc, Adrien, on a compris qu'il s'était pas du tout arrêté. Non, pas du tout. Moi, j'ai pris que 3 mois, finalement, donc dans ce postpartum, en plus, un peu difficile. Et je devais reprendre au bout de 4 mois à Canal+. À Canal, il t'attendait? Il m'attendait pour la retour. Donc, moi, j'allaitais. Oui. Donc, une espèce de mission avec le lait. C'est-à-dire que je tirais mon lait, je congelais mon lait pour quand j'étais pas là, que mon mari puisse lui donner. Quand j'étais à Paris, je tirais mon lait, je le mettais dans les frigos de la SNCF. Ah non, de la SNCF. Du train, parce qu'en fait, je voulais pas qu'il tourne, le lait. Bien sûr. Pour qu'il soit à chaque fois de frigo en frigo. Qui te le gardait pendant ce temps-là? Et du coup, j'avais trouvé... Alors, ma mère m'aidait beaucoup. J'avais trouvé une nounou sur un site qui faisait une journée par semaine. Ok. Ma mère en faisait d'autres. Et toi, quand t'étais je partais, absente 3 jours. 3 jours. Non, même pas 3 jours. Non. Au début, t'as dû faire moins. Non, je faisais des allers-retours dans la journée. 3 heures le matin, 3 heures le soir. Parce que je voulais le voir, évidemment. Donc voilà. Donc ça a été un peu rude de fonctionner comme ça. Et puis surtout, quand je suis arrivée, les gens avaient continué à sympathiser dans l'équipe à Canal. Et il y avait un garçon... qui est humoriste aujourd'hui, qui n'a pas été hyper sympa, qui a essayé de me prendre plus ou moins ma place. Et donc, il a fallu que j'affronte un peu ce milieu professionnel où au départ, j'étais un peu dans une bulle. Et puis là, en fait, ils avaient tous continué à vivre dans cette émission. Oui. Et donc moi j'arrivais avec mes coussins de fuite d'allaitement dans un espèce d'état un petit peu et la reprise avait été rude et même eux ils m'avaient dit on ne retrouve pas ce côté que tu avais. Je dis mais je viens d'accoucher, je suis une autre femme en fait maintenant et donc oui je suis peut-être plus la même femme en effet. Je suis dans autre chose, évidemment. Ça ne te correspondait plus. Non. J'étais là, je rentrais, j'avais mon bébé au sein, puis j'étais là. Bon, il faut que je trouve un sujet de chronique et tout, donc c'était compliqué comme organisation. Oui, et puis tes priorités avaient tellement changé que là où tu mettais toute ton énergie, tout ton truc dans les chroniques, machin, là ça devait te paraître évidemment. Tellement dérisoire. Tu as finalement arrêté Canal? J'ai arrêté Canal quelques temps après. Ça m'a fait du bien et on a été confinés. Et mon mari ne travaillait plus. J'avais mon mari toute la journée avec moi. Donc ça, c'était trop bien. Il travaillait, mais on travaillait ensemble. Moi, j'écrivais, je bossais sur une nouvelle série. On était dans un truc de kiff, quoi. Voilà. Ah ouais, mais tu l'avais bien mérité, pardon. Mais c'était finalement votre postpartum décalé. Un peu décalé, ouais, c'est ça. Et alors, vous disiez quoi pour la suite? Il y avait l'envie de refaire un enfant un jour? Oui, moi j'en voulais absolument 2 minimum, mais même là aujourd'hui j'en veux encore un. Enfin moi je pourrais ne jamais m'arrêter de faire des gosses parce que j'adore être enceinte et que
Ouais. et que j'adore les enfants. Et voilà, donc du coup, on projetait quand même sur un deuxième et il est arrivé de la même manière Ah ouais? que le premier, c'est-à-dire, bon, là, je vivais à Montpellier avec mon mari dans un appartement plus confortable qu'on avait acheté Mhm. en sortant du confinement. Et je dis, là, j'ai un peu envie du deuxième. Et puis, un jour, il me dit, oh, mais pareil, oups! Il me fait un oups. Oups. Et je tombe enceinte. Non, mais toi, t'es quand même Donc, je me dis, j'ai quand même de la chance. fertilité Voilà, je me de dis, j'ai ouf. cette chance parce que Bah, tout le monde bien n'a pas sûr. cette chance-là. Donc, vraiment, ça, j'en ai conscience. Donc, tu retombes enceinte, quoi, 1 an et demi après? Ouais, parce qu'ils ont 2 ans et demi d'écart, les enfants. C'était Et reparti. c'était reparti. Grossesse super, je profite. Enfin, on est à Montpellier, il fait beau. Oui. Et un petit bébé de juin. C'est ça. Le Donc, bébé d'été le bébé versus d'été. le bébé d'hiver Voilà. que tu avais eu en premier. Voilà, Ouais. c'est ça. Et là, du coup, tu ne bossais pas. Enfin, si tu bossais, J'écrivais, t'écrivais. donc j'étais dans Ok. un rythme plus cool à Montpellier. Donc une période où je passais mes castings, je continuais ma vie de comédienne avec des tournages. Mais bon, c'était une journée, tout ça, j'étais enceinte, ça se passait très bien. Mhm. Mais le problème, c'est que rapidement, une fois que tu as du ventre, tu peux plus tourner. Eh ouais. Et donc j'écrivais. Et donc j'étais sur un projet de série, d'une folle dingue évidemment encore. C'est de mes personnages préférés. Bien sûr. Et donc voilà, donc j'étais à fond sur ces projets-là qui me remplissaient de joie. Donc le rythme était un peu plus cool. Ouais. Et voilà, je profitais de ma grossesse et ça se passait très bien. Donc, la due date, c'était juin C'était juin 2021. 21. Ouais, donc vraiment en sortie d'année de Ouais, confinement. ouais. Et alors, ce deuxième accouchement, Et ben, raconte-nous. accouchement très rapide. Ok. Ouais, bah, déjà, le premier Voilà. avait été rapide. Avait été rapide, mais j'avais été ralentie Oui. par la péridurale. Là, pour le coup, quand je suis arrivée à la maternité, j'étais à 7. T'as fait tout ton pré-travail chez toi? Ouais, en en fait, étant conscient, en calculant tes Je contractions, sautais tout sur ça? mon ballon, là, sur le Ouais. gros ballon. Au début, j'étais ouh là là, j'ai mal. Et puis après, je sautais comme une ouf. Et il y avait ma cousine qui était là. Et mon mec ne répondait pas, il était en réunion. Et j'étais là, je vais crever, ça s'intensifie. Elle fait, ok, bon, alors pars à la maternité, je vais. Et donc là, elle me dit, je viens avec toi. Genre, elle me Bah dit, je oui. pars avec toi, là. Et après, finalement, mon mari a fini par décrocher. Moi, je lui dis, non, mais tu te fous de ma gueule, là, en fait. J'arrive à la maternité, idiot. J'arrive. Et en fait, quand je suis arrivée, pas de place, machin et tout. Et là, je lui dis, tu vois, là, j'ai envie de crever, là. Là, je crève, en fait, de douleur. Il fait, ok, calme-toi. J'en dis, non, t'as pas compris, en fait. Là, je monte à 7, 8, il me faut une péridurale, sinon je vais crever. Et finalement, quand on me met la péridurale, je dis, je vais pas faire comme la première fois, crise d'angoisse avec cette péridurale. Parce que ce qui est angoissant, c'est que je me dis, ils te disent, ne bougez pas, t'en dire, t'es marrant, toi, j'ai des contractions, comment tu veux que je bouge pas? J'ai dit, non, en fait, vous savez quoi? La péridurale m'angoisse. Donc, je la ferai pas. Je vais Wow. accoucher sans, parce que de toute façon, Bah, on t'étais est parti déjà pour là. 7, Donc 8. voilà. Ouais, donc- J'avais eu un petit shoot de péridurale qui commençait à me mettre et j'avais Ah dit ouais. arrêtez tout. Ah ouais, ils Donc ont commencé et t'as stoppé. Ouais, j'ai stoppé en me disant je sentais le stress venir. J'ai dit arrêtez tout. Et là, mon mari me dit t'es sûre? J'ai dit arrêtez tout. Donc là, je sentais. Et alors là, je peux dire que quand on sent ce qui se passe, on pousse pas pareil. Hein. Autant la première fois, je chantais rien, donc j'ai poussé comme une malade mentale. Autant là, j'avais envie. Donc moi, je disais à mon mari, tu vois, par exemple, là, ce que je ressens, j'ai besoin de te le verbaliser. Il me dit, bien sûr, j'ai l'impression de me prendre un sapin de Noël dans l'anus avec des pics. Voilà. C'est ça, la sensation que j'ai. Il fait, d'accord. J'ai dit, dans l'anus. Ça pousse derrière, en fait. Ça tire derrière. Et oui. Et puis, tu vois la taille d'un tronc. Image. Voilà. Tu vois la taille d'un anus et tu vois la taille d'un tronc. Imagine juste que le diamètre, voilà, ça ne rentre... Enfin, ça peut pas. Ça se peut Ça pas. peut pas. Elle peut pas sortir ça. Donc, j'ai poussé 2 fois. C'est une image parfaite. Voilà. Merci Camille d'enfin nous permettre de comprendre. De visualiser et De de donner envie. De donner le envie. sapin. Et puis, en plus, on est en période de Noël. Donc, Voilà, c'est parfait, c'est tout à fait. Quelle horreur, mon Dieu. C'est pas Non, mais possible. tu fais bien de dire aussi, mais c'est évidemment qu'on le dit souvent, mais que cette envie d'aller aux toilettes, Ah, mais c'est... de faire caca. Ah, mais oui, ça tire par derrière. C'est derrière. Ça prend le mauvais chemin, là. Et donc, tu dis ça à ton mec, Je ça te dis fait ça. du bien déjà de lui Oui, dire. je lui dis, donc je lui dis voilà, machin et tout. Je pousse 2 coups. J'ai dit le premier, donc là, j'avais mon gynéco, parce que la première fois, c'était un gynéco d'urgence. Mm. Là, j'avais mon gynéco qui était là. Donc, trop bien, Trop que bien. j'adore. Et il était là, on va pousser une fois. Il me dit, ok, vous êtes une championne. La deuxième fois, c'est la bonne.
Et j'ai dit, de toute façon, je vous le dis, je pourrais pas pousser une fois de plus. C'est soit il sort maintenant, soit je le garde en moi. Je pourrais plus pousser. Et je l'ai sorti. Bon, la sensation est escalée, mais en tout cas, j'ai tout senti. Et en fait, moi qui suis tellement angoissée avec mes sensations, là, j'ai senti ce qui se passait. J'ai senti le passage, quand il passe les épaules et tout. On sent tout. Et bien, ça m'a rassurée. Et je disais à mon mec, là, je sens tout, là. Et je suis rassurée, là. Je suis rassurée. Il me dit, ok, t'es complètement barjo. Mais au moins, t'étais maîtresse, j'étais maîtresse de tes sensations. de mes sensations. Ouais. Donc, voilà, il est sorti. Et là, j'étais plus sereine. J'étais arrivée à mon terme. Et oui. Alors que Octave, j'avais accouché presque un mois avant. Donc, c'était Mm. un bébé plus costaud. Donc, déjà, ça me rassurait un peu plus. Et un bébé qui n'a pas bronché, qui n'a pas pleuré de la maternité, en fait, de toute la maternité. Ok. Donc, parce que les pleurs, moi, avaient commencé à la maternité avec Octave. Donc là, tout de suite, tu as senti que tu étais sur un autre modèle. Là, j'étais sur un autre modèle et c'était magique. Voilà, j'étais bien, j'avais pas de douleur parce que j'avais eu un accouchement qui s'était passé super. Bon, mon mari a pris son ordinateur et a bossé à la maternité, donc on était sur le même schéma d'un homme qui travaille, que j'ai envie de buter. Voilà, mais moi... Non, et du coup, il dormait pas à la maternité. Il dormait à la maternité et surtout... Est-ce que ta mère gardait Octave? Surtout, voilà, ma mère gardait Octave, puis elle avait dit prenez votre temps à 3. Mais en tout cas, très vite, tu sentais que ça allait être différent. Ah oui, et tout a été différent avec le deuxième. Tu l'as allaité à nouveau? Je l'ai allaité à nouveau. J'ai fait plus long encore. Ouais. Ah ouais? Ouais. Ok. J'ai fait et presque tu t'as réussi à le remettre au sein nickel? Oui, nickel. Alors c'est marrant parce que il était pas du tout de la même manière que le premier. Il avait une bouche qui me faisait mal, donc j'ai eu des choses que j'avais pas eu pour Octave, notamment des bouts de sein. Ouais. J'ai eu des plaies au début, machin et tout, parce qu'il me faisait mal. Donc il avait un palais assez serré, mais c'était un peu plus compliqué l'allaitement, mais pour autant, j'avais du lait, ça se passait bien, il mangeait. Et c'était assez magique. Moi, j'ai trop adoré l'allaitement, donc j'ai recommencé avec mon deuxième. Et je suis arrivée comme ça chez moi. Alors, le problème, juste, c'est que toute ma belle famille a débarqué chez moi pendant le week-end, alors que je venais d'accoucher. Donc, c'était... autant ils n'étaient pas là à la maternité. Autant ils ont été chez moi, donc c'est pire, en fait. Et vous n'aviez pas donné d'instructions non? Non, puis moi je suis en mode mais si, venez, je suis toujours un peu, puis après je regrette parce que t'es là avec ta couche de règles là, t'es là, j'ai pas envie devant mon beau-père de me lever et d'avoir une tache sur mon pantalon, enfin, c'est pas, on n'a pas envie de ça, on va être tranquille chez soi. Et puis j'avais pris aussi une sage-femme, ça aussi ça m'avait énormément rassurée, une sage-femme qui venait au début tous les jours quand j'ai accouché. Génial. Et après plusieurs fois pour peser l'enfant et me donner des conseils. Donc ça m'a vachement apaisée pour le deuxième. Que tu n'avais pas pour Octave. Non. Ouais. Donc là, tu as tout mis en place pour que ça recommence pas comme la première fois. C'est ça. Comment se sont passées les présentations entre les deux frères? C'était trop mieux. Octave était quand même tout petit. Il était tout petit, il était 2 ans et demi. 2 ans et demi. Et il était très content, il a mis sur lui. Et puis il était là, oh là là. Et puis après il fait, voilà, c'est bon, merci. Donc, voilà, mais il a tout de suite été très mignon avec son petit frère. Ils ont dormi, donc moi il a dormi avec moi pendant 6 mois. Parce que je voulais pas qu'il dérange Octave, qui faisait très bien. Et le problème c'était que, à l'inverse d'Octave, j'avais un enfant qui ne pleurait pas, mais qui ne dormait pas. On peut pas, on peut pas tout avoir. On ne peut pas tout avoir. Voilà. Et oui, donc des nuits plus agitées. Ah, c'était open bar pour lui. Donc lui, il était dans l'open bar. Vraiment, il voulait tétouiller toute la nuit. Donc là, j'avais fait un cododo. Cette fois-ci, ce que j'avais pas pour Octave, parce qu'Octave faisait ses nuits. Donc j'allaitais puis se coucher pour la nuit. La cododo. Et j'ai fait un truc que j'avais jamais fait. Allaiter allongé. Mais quel grand kiff. Bien je sûr. le mettais allongé comme ça. On s'endormait ensemble. Alors que je me disais, mon Dieu, j'aurais pu l'écraser et tout. Mais sereine. J'étais avec mon bébé. Mais par contre, je ne dormais pas. Et je disais à mon mari, je crois qu'il faut qu'on en fasse un sujet. Je roule sur mes yeux. Là, je ne dors pas la nuit. Je roule sur mes yeux. Ah, j'avais jamais entendu cette expression. Parce que je pense que j'en invente en fait. Ouais. Je roule dessus là. Et Adri avait encore une fois pas de congé paternité. Non. Et il avait pris un dossier très important au moment voilà. Et je me suis retrouvée avec ma belle famille. Dans la maison de campagne où je voulais aller parce que pour me reposer avec mes 2 enfants au c'était frais, l'été là. C'était l'été. Ouais. Et ma belle famille avec qui ça se passait bien avant et avec qui ça s'est très mal passé après la naissance de mes enfants. Et là, mon mari travaillait, donc je me suis retrouvée seule
avec mes 2 gosses dans ma belle famille et la période a été très difficile. Attends, mais Adrien était quand même sur place? Il faisait des allers-retours, mais j'ai eu des moments où j'étais toute seule, avec des gens qui me faisaient des réflexions. Ah oui, de l'ingérence. Ouais, vraiment. Donc des conseils non sollicités. Non sollicités, que voilà, comme me dit mon psy, un conseil n'est bon que lorsqu'il est demandé. Ça, c'est vrai que tout le monde se l'applique. Tout à fait. Voilà. Donc je me suis retrouvée dans ce truc-là, à affronter ça, avec des nuits hachées, avec des gens qui n'étaient pas ma mère, ou voilà. Donc c'était compliqué. C'était une période très compliquée. J'imagine. Et pour le couple, énormément compliqué, parce que j'étais très en colère contre mon mari qui travaille autant. Et l'arrivée du deuxième a été quand même dans le couple un peu un moment charnière. Le petit baby clash qui était pas loin. Voilà. Alors que peut-être vous avez vécu. Voilà, on l'a vécu en mode dans la nuit. Je le réveillais, je lui disais « aide-moi en fait ». Quand tu ne dors pas, mais tu ne te tolères rien, tu as envie de lui mettre des tatanes pour le réveiller, de dire mais réveille-toi maintenant, c'est à ton tour. C'était de la colère, j'ai sommeil en fait, j'ai sommeil. J'ai sommeil. Et je suis la seule à pouvoir nourrir cet enfant. C'est ça. Mais malgré ça, toi, tu peux quand même te réveiller, le changer, Mais oui, le bercer. c'est ça. Parce que Adrien, du coup, dormait paisiblement à côté de toi. En fait, il a développé un truc. Il est devenu somnambule. Il se levait, mais n'avait pas conscience de se lever. Donc, il faisait des trucs trop chelous. Il se mettait debout, il restait droit sur une porte. Et une fois, je le réveille en lui disant « change la couche, parce que là, je peux plus. » Là, il a fait caca, il est 3h du mat et tout. Et là, il se lève et il reste devant la porte. Je fais « qu'est-ce que tu fais ?» Il me dit « tu m'as dit de changer la couche. » Et je fais « mais qu'est-ce que tu fais ?» Je lui dis « cet homme est fou, tu es debout en fait. » Et là, il retourne vers moi et il m'enlève ma culotte. Non. Et j'étais là « mais qu'est-ce que tu fais ?» Il me dit « tu m'as dit de changer la couche. » J'ai dit « mais c'est ma culotte, c'est ma culotte. » Et j'ai dit « mais c'est pas possible en fait. » Et le lendemain, il ne se souvenait de rien. Donc j'avais cette espèce de somnambule qui ne servait à rien. Somnambule flippant. Attends, j'avais quand même regardé sur internet, somnambule peut-il assassiner sa femme? Parce que je me suis dit, il me fait des trucs chelous, il s'en souvient pas, autant il m'assassine. Tu vois ce que je veux dire? Et quand même quelqu'un m'avait dit, un psy, au lieu de me dire, mais non, il m'avait dit, alors les somnambules reproduisent que ceux qui font dans la journée. Donc s'ils ne tuent pas des gens la journée, il ne les tuera pas le soir. Et là j'ai dit, donc c'est une vraie question que vous vous êtes posée en tant que psy en fait. Mais je me dis, incroyable qu'il ait développé ça. En fait, il était dans un état de fatigue intense parce que beaucoup de boulot. Ouais. Il m'aidait sur aussi. Enfin, il m'aidait. Il faut arrêter de dire qu'on est aidé. Non, et puis un sommeil forcément un peu chelou. Un sommeil chelou. Ouais. Donc, en fait, c'était lunaire. Mais il n'était d'aucune utilité, par ailleurs. La nuit. La nuit, parce que Adrien est un père incroyable. C'est-à-dire que c'est Adrien, pardon, on t'a beaucoup chargé. Voilà, mais il faut quand même dire que t'es un bon. Voilà, c'est un père, un papa poule, c'est un père qui est tout le temps avec ses enfants, donc évidemment qu'il s'occupait, il prenait sa charge. Mais la nuit, terminados, j'avais un fou allié qui mangeait ma culotte en fait. Donc je me disais... Adri, tu sers à rien. Ah ouais, là je me disais, mais autant la journée, t'es quand même assez efficace, autant la nuit, tu sers à rien en fait. Et donc voilà, donc c'était un peu compliqué et on est venu au clash. Donc cet été-là été un détonateur. Ouais. Et toi, t'as pas eu envie de prendre tes gosses sous le bras et de te barrer? C'est ce que j'ai fait, je suis partie après dans la maison de famille que j'ai en Corse avec ma mère, mon frère, etc. Il fallait partir là. Donc je suis partie. Mais c'est vrai que quelque part, j'étais quand même contente d'avoir de l'aide. Bien sûr, mais de l'aide n'est intéressante et utile que si toi, c'était aussi reposant pour toi. Oui, or, complètement. Là, j'ai l'impression j'avais quand même de l'aide pour le grand aussi. Il fallait aussi gérer le grand pour m'aménager aussi du temps avec le petit. Parce que c'est ça, quand on a un deuxième enfant qui arrive, déjà dans une famille, c'est compliqué. Et en plus, on arrive pendant les vacances, c'est-à-dire qu'on a les deux non-stop pour 2 mois. Et ça, donc, c'est pas forcément le meilleur timing. J'ai eu la même chose. Voilà. Ça, c'est... Le bébé de l'été, le deuxième bébé de l'été. Tu dis, t'as ton grand en fait, donc tu dois aussi t'en occuper. Donc t'as pas de longs moments tranquilles avec ton bébé. Et donc c'est vrai que là, mes beaux-parents quand même, qui sont des super grands-parents, s'en occupaient vraiment bien. J'avais aussi mes belles-sœurs qui étaient là et tout ça, donc j'étais dans quelque chose de me dire, moi grâce à ça, j'ai des moments aussi avec mon bébé, des siestes, des trucs, voilà. Mais la contrepartie était assez difficile. Et tu arrivais à répondre aux femmes de ta belle famille? Non, c'était dur. C'est difficile. Ouais.
Parce que vous entendiez bien par ailleurs avant. En fait, même actuellement, je l'adore, Mm. mais c'est plus difficile maintenant que j'ai des enfants parce qu'on est sur des méthodes éducatives qui sont aux opposés. C'est-à-dire que moi, je viens d'une famille où l'enfant est roi, de Méditerranéen, Corse, pied noir, où vraiment on fait tout pour l'enfant. On est dans une abnégation au service de l'enfant. Et du côté de ma belle famille, c'est les enfants s'adaptent aux adultes. Et donc, on est dans deux éducations qui sont aux opposés. Et mon mari est entre les deux. C'est-à-dire qu'il a ce côté-là de sa famille dans laquelle il a vécu, des parents qui sont quand même assez sévères. Il vous voit ses parents. Wow. Donc on est quand même dans quelque chose assez tradit. Ouais. Et à l'inverse, la Méditerranée. Ouais, Donc ouais. il a fallu aussi qu'on trouve notre place tous les deux pour s'accorder sur une éducation en commun. Donc comment s'est passée la suite et fin de cet été-là donc toi, t'es repartie en Corse avec les enfants. Avec les enfants, avec les deux. J'imagine que t'es arrivée... J'en pouvais plus, j'avais envie d'être avec ma famille. Bah oui, voilà. Ça a dû te faire du bien. Donc, là, ça m'a fait du bien. Mon mari était là. Ouais. Il a un peu télétravaillé, évidemment, mais il était là, donc c'était chouette. Donc j'ai profité de mon été avec un bébé facile, mignon, solaire. Et surtout, mon pédiatre m'avait donné un très très bon conseil, parce que moi je culpabilisais de ne pas être avec le grand, ou pas assez, ou pas. Il m'avait dit, et comme j'allaitais, et qu'en continu, il avait envie d'allaiter, j'avais pas de plage horaire de 3 heures pour aller jouer avec le grand. Il m'avait dit, écoutez, faites un bib de temps en temps cet été, si vous avez envie de profiter de votre aîné. Et votre allaitement, ça ira. Le soir, vous allaitez un peu plus, etc. Et en fait, ça a été un conseil en or parce que j'ai donné de temps en temps des biberons et je me suis fait des plages avec mon fils, des moments avec lui. Et j'ai laissé mon bébé à ma mère ou à mon mari. Et j'avais des moments pour moi. Sans mon enfant. Les bras libres, pas tout le temps avec ma petite crevette accrochée. Et donc voilà, et en même temps, voilà. Donc ça m'a changé mon été. Et quand je suis revenue en septembre, j'ai repris mon allaitement normal et ça s'est très bien passé. Bon, et donc le clash a été vécu, embrassé, voilà, traité, subi et puis. Mais traité. Est-ce qu'à un moment vous vous êtes dit on va séparer, ciao, bye bye, on est trop différents? Non. Quand même pas, mais on s'est dit ça va être compliqué de passer la période, il va falloir vraiment qu'on travaille sur nous pour pas s'éloigner, mais on s'est pas éloigné, non. Alors à quel moment est arrivée la meuf heureuse? Ma vie là, ce que je vis en tant que maman, ça peut peut-être être une source d'humour, d'écriture. Voilà. En fait, c'est venu un peu avec le stand-up, c'est-à-dire que à cette époque-là, il n'y avait pas stand-up dans ma vie, et donc je suis à Canal+, et à Canal+, il y a une fille qui s'appelle Camille Lavabre, qui est humoriste, comédienne, qui est une fille super, qui a un élan vraiment vers moi, et vraiment à chaque fois je la cite parce que je me dis que grâce à elle, j'ai fait ce métier. Elle me dit, écoute, on est à Canal+, là tu fais des blagues devant un public qui ne t'attend pas, mais tu vas voir que demain tu vas être dans un comédie club, tu vas voir la vraie différence. Elle me dit, tu devrais essayer. J'ai dit, mais jamais de la vie, faire rire et tout. Elle m'a dit, je t'inscris dans 3 mois au Joke à Paris, dans le Marais, le comédie club de Baptiste Le Caplin. Et elle m'a dit, tu fais des blagues, t'as 5 minutes, t'as 3 mois pour préparer 5 minutes. Tu fais ces 5 minutes et à l'issue de ces 5 minutes, tu vois si t'as aimé ou pas. Et là, j'ai fait OK. Donc, gros challenge en mode, mais moi, je suis là avec mes enfants. Donc, le dernier a 1 an. Je fais cette scène et je me dis, mais en fait, c'est un kiff absolu. C'est vrai. Et je me dis, bon, je ne veux plus jamais arrêter, en fait. C'est pas si difficile que ça. T'étais dans ton élément. J'étais dans mon élément, tout de suite. Et donc, j'ai enchaîné les plateaux au Panama Art Café à Paris. Et en fait, j'ai été tout de suite, comme je venais de Canal, et par Camille Lavabre, qui s'était déjà fait son réseau. Grâce à elle aussi, toutes les portes m'ont été ouvertes. J'ai joué rapidement sur les plateaux où tout le monde voulait jouer. Wow. Et j'ai eu des gens qui m'ont vraiment tendu la main en me disant, t'as un truc, boss, on t'adore, reste comme tu es, n'essaie jamais de ressembler à personne, etc. Et puis, je me suis dit, tous les humoristes font des vidéos, ça serait cool aussi que j'en fasse, pourquoi pas, ça peut être sympa. Qu'est-ce que je fais? Donc moi, j'aime pas parler face caméra. Et mes copines m'ont dit, mais en fait... Dans ta vie, tu fais tout le temps des impros. Fais-nous des impros, en fait, dans ta life. Oui. Donc, je me suis dit, là, je vais montrer que des vidéos de moi au bout du rouleau avec mes enfants et tout. Et je vais dire, meuf heureuse. Ah, mais je suis,
heureuse vraiment de pas dormir, de vivre comme ça dans cette agitation permanente, de me faire réveiller la nuit. Ça me permet aussi d'avoir des moments de qualité, un peu nocturnes. Enfin, bon. Donc moi, je me suis dit, la meuf heureuse, meuf dans le déni de sa vie. Quoi. Bien sûr. C'est quoi la suite là Donc tu joues au Petit Palais des Glaces. Je fais janvier, février, mars. Je joue 2 fois par semaine, donc le mercredi et le jeudi. Ok. À 19h, donc... Voilà, petit ça challenge familial. Le tunnel du soir. Exactement. Moi, je dis c'est parfait. Et de me concentrer sur 2 jours où je suis à Paris, tranquille. Donc, du coup, jusqu'au mois de mars. Et ensuite, une tournée dans toute la France. Donc là, on est complet sur la tournée. Il y a combien de dates ? Je crois qu'il y a 15 ou 16 dates. Et on joue à Bruxelles, on joue à Genève. Moi, c'est un rêve parce que je me dis, mais qui sont ces gens ? À Bruxelles, mais qui sont ces gens ? C'est tellement... ça me rend tellement heureuse vraiment et en même temps je suis dans une angoisse permanente de me dire à chaque fois il faut que je remplisse parce qu'en fait comme j'ai été habituée à ça, j'ai toujours peur que les choses s'arrêtent. Et donc aujourd'hui on a compris que tu habites à Montpellier. Je suis entre les 2 villes, j'adore ma vie à Montpellier avec ma famille, mes cousins, mes meilleurs amis. On s'est créé un réseau de copines, de mamans de l'école, je suis retournée dans ma famille, dans tout ce qui est le plus réjouissant. Et en même temps, j'ai ma vie à Paris où je travaille et où je suis sans mes gosses, sans mon mec. Je dors tranquille. Et en même temps, je trouve ça chouette de pouvoir... Et quelle chance aussi j'ai de pouvoir faire ça. Tu t'es fabriqué ta vie de famille et pro sur mesure. En tout cas, c'est ça qui te convient. S'il n'y a pas de rien, il y a ma mère, évidemment. Toujours pas très loin. Donc, je suis bien entourée. Le magma est toujours là. Voilà. Ça... Et mes enfants grandissent dans tellement d'amour qu'au final, ma culpabilité, où je me dis toujours, est-ce que je les laisse pas trop ? Est-ce que c'est ok ? Mais je verbalise toujours tout avec eux en disant, surtout, maman, elle est heureuse quand elle part, parce que je veux pas aussi qu'ils pensent que je suis triste et je ne veux pas qu'ils endossent une tristesse qui n'est pas la leur, parce que parfois, les enfants se font du souci pour leurs parents. Absolument. Quand on leur dit, oh, je suis trop triste que tu t'en ailles, ou oh, je suis triste de pas vous voir. Des fois, je dis toujours, je suis contente d'avoir ce petit moment pour moi. Et vous, j'imagine que vous êtes content d'être avec papa. Et c'est ok. Mais bien sûr. Et donc, c'est la meilleure chose à faire, je pense. Tu leur envoies le signal d'un truc cool. Ouais. Donc pour eux, il y a zéro inquiétude. Voilà, maman, elle bosse, elle est à Paris, mais elle kiffe. Et quand elle revient, elle est là à 100%. Et voilà. Ouais. Bon, on est sur une meuf heureuse, une maman heureuse, Camille, j'ai envie de te dire. Qui touche sa tête quand même. Oui. Voilà. Mais il y a pas de raison que ça s'arrête. Bon, je suis trop contente d'en savoir encore plus sur toi. Merci de m'avoir invitée. D'avoir creusé ce que tu nous as donné, la picorée dans le spectacle. Que donc, je crois que les filles ont compris. Je vous invite à aller voir vraiment dans les meilleurs délais. Continue, s'il te plaît, même si c'est pas toujours évident, mais de faire ces vidéos sur Insta qui vraiment, c'est la régalade. Merci à Adrien pour tout ce qu'il est dans ta vie. On embrasse évidemment Octave et Auguste et le magma. J'espère venir manger quelques brochettes si je passe à Montpellier. Mais évidemment, tu seras reçue. Vraiment, du coup, j'ai envie de rencontrer tout le monde. Et puis, belle vie, Camille. Ouais. À bientôt. Merci beaucoup. Ciao.